Matryoshka. Oui, mais au-delà de comment se défendent les bactéries ou autres organismes vivants, comment est-ce que nous, on va faire pour affronter les nouveaux défis, les nouveaux enjeux? Que ce soit la planète, le vivre ensemble, l'éducation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui voient surtout les problèmes, là où François Tadei, lui, nous pousse à voir les choses autrement. Et il nous entraîne dans sa dynamique pour nous rendre tous curieux, acteurs, voire un peu chercheurs. Et cela à tout âge. Et il a d'ailleurs créé un programme de recherche, les Saventuriers, où les enfants deviennent déjà des apprentis chercheurs. Matryoshka. Si vous regardez un bébé, la manière dont il va apprendre à marcher, apprendre à parler, dont il va explorer le monde, c'est très proche en fait de la démarche du chercheur, au sens où c'est une démarche d'exploration, c'est une démarche où on a un modèle de ce qu'est le monde, et puis on va le tester, et puis on va se rendre compte que ça ne colle pas, il va falloir corriger ses hypothèses, il va falloir apprendre de ses erreurs. Et donc les chercheurs font ce genre de choses avec des méthodes qui sont parfois un peu plus raffinées que celles des bébés, mais pas forcément fondamentalement différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ne pas questionner le monde dans lequel on est, c'est aller à la catastrophe, parce que le monde dans lequel on est sur une trajectoire qui n'est pas positive. Donc l'art du questionnement, la maïeutique, c'est des choses qui étaient vraies du temps de Socrate, mais qu'on peut affiner aujourd'hui en offrant aux jeunes des méthodes scientifiques et des mentors. Et donc ce qu'on fait dans les projets Saventuriers, c'est qu'il y a des chercheurs qui accompagnent le questionnement des enfants et qui ne sont pas là pour leur apporter des réponses, ils sont là pour leur apporter des méthodes qui vont permettre aux enfants de trouver leurs propres réponses. Et cette capacité-là à savoir questionner le monde, savoir gravir des épaules de géants pour ne pas avoir à réinventer la roue, mais partir de l'état de l'art pour aller plus loin, c'est des choses qui, à mon avis, sont fondamentalement nécessaires. On part des acquis, et alors apprendre à apprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi vous pensez que c'est aussi la méthode pour continuer à évoluer? Si la seule chose que vous puissiez faire, c'est ce que vous avez appris entre, par exemple, 0 et 18, si le monde change autour de vous et qu'il y a une nouvelle technologie, de nouvelles méthodes ou de nouveaux problèmes à résoudre, vous n'avez que le stock de solutions précédentes à votre disposition et vous n'allez pas être capable de vous adapter à ce changement. Donc on voit bien que si on n'a pas appris à apprendre, on ne pourra pas s'adapter à des changements nouveaux. Matryoshka. Et comment on apprend à ses enfants à apprendre? C'est leur expliquer qu'on a un cerveau et que ce cerveau, il est perfectible, qu'on peut leur expliquer une partie du fonctionnement du cerveau. On peut leur expliquer par exemple que ce cerveau fonctionne d'autant mieux qu'il a suffisamment dormi, qu'il n'est pas trop énervé, qu'il n'est pas trop stressé, qu'il se nourrit correctement. Donc, il y a cajoler son cerveau. Pardon? À cajoler son cerveau. Exactement. Il y a des petits exercices qu'on peut faire assez facilement. Si vous prenez un objet du quotidien, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup, mais prenez ça, parce que c'est ce que j'ai dans la poche. Je suis désolé. Du quotidien. Ouais, en ce moment j'ai un peu mal. Vous cajolez votre cerveau. Ouais, c'est un peu ça, mon dos en l'occurrence. Et vous leur montrez un objet de ce genre, et vous leur demandez de le dessiner. Et si éventuellement ils sont plusieurs à avoir fait cet exercice simultanément, ils vont se rendre compte que les dessins ne sont pas tous les mêmes. Et donc quelque part, ils ont une forme de subjectivité, une difficulté à représenter le monde, et ils vont se rendre compte que s'ils prenaient l'ensemble de leurs dessins, ils auraient peut-être une description plus fidèle, ou en tout cas plus complémentaire, que chacun des points de vue particuliers, parce qu'ils n'ont pas tous vu cet objet sous le même angle. Matryoshka. Les enfants qui font ça, en moyenne, se tapent moins dessus dans la cour de récréation. C'est la remise en question. C'est la remise en question, et c'est si l'autre n'est pas d'accord avec moi, c'est pas forcément qu'il est bête ou méchant, c'est peut-être qu'il n'a pas la même histoire, le même point de vue sur ce qui vient de se passer. Est-ce que ça signifie qu'une société apprenante, c'est une société apaisée? C'est effectivement une société dans laquelle on est mieux à même de comprendre l'autre, parce qu'on est mieux à même de l'écouter et mieux à même de dialoguer avec lui, et non pas nécessairement de nier nos différences, mais de comprendre nos différences pour essayer de voir à la fois ce qui nous rassemble et éventuellement les manières de sortir par le haut de difficultés qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc on entend bien qu'il faut favoriser le dialogue, l'intelligence collective, collaborative. Il faut arriver aussi à se décrypter parfois et comprendre les langages des autres. Se décrypter soi-même, c'est pas évident déjà.
et savoir quelles sont ses émotions, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, et puis comprendre les autres, c'est au moins aussi important parce qu'on est des êtres sociaux et parce qu'on est toujours pratiquement entouré d'autres, et si on doit comprendre leurs émotions, leurs intérêts, ce qu'on peut faire pour les aider, ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne saurait pas faire seul, on a évidemment besoin de comprendre l'autre, donc on a besoin d'une intelligence émotionnelle et relationnelle pour comprendre tout ça. Ici, par exemple, au CRI, depuis des années, vous avez des étudiants qui viennent de différents pays dans le monde, qui ont fait certains, je ne sais pas, de la musicologie, un autre de la biologie, un troisième qui a étudié l'économie, et ils travaillent ensemble alors qu'ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même formation. Alors même s'ils ont la même émotion ou la même intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'ils arrivent à se comprendre? Comment est-ce qu'on fait pour pousser des jeunes qui sont si différents arriver à trouver un langage commun? C'est plus facile si effectivement ils s'intéressent aux mêmes défis. Et donc si par exemple ils s'intéressent aux défis climatiques, aux défis environnementaux ou à un défi de santé, s'ils veulent comprendre comment lutter contre la tuberculose dont la bactérie qui en est responsable est toujours plus résistante aux antibiotiques, eh bien à ce moment-là ils vont pouvoir combiner leurs talents et éventuellement devenir champion du monde de biologie synthétique au MIT, pour prendre cet exemple chez nous. Et donc il faut qu'ils trouvent quelque chose en commun, et ce quelque chose en commun ça peut être un défi commun. Et à partir de là, les différentes disciplines sont des atouts que chacun d'entre eux maîtrise pour apporter une brique de solution. Et la question, c'est comment est-ce que ces différentes briques peuvent s'agencer pour construire quelque chose qui soit pertinent. Matryoshka.